Le ball trap est un sport souvent rejeté par les chasseurs, en tous les cas pas suffisamment pratiqué par ceux-ci. À travers ces différents épisodes, nous allons tenter de rapprocher le monde de la chasse de celui du tir. À travers ces différentes recommandations techniques, ces différents conseils de tir, nous allons essayer de mettre en évidence les similitudes du tir de la chasse et du tir de ball trap. Nous sommes sur un poste de tour. Ce que l'on appelle communément dans la chasse, c'est du tir de battu. Ce sont donc des oiseaux rentrants. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, la technique de tir, la position des pieds, la hauteur de canon, les attaques sont très importantes, comme d'une manière générale sur toutes les situations de tir de ball trap. Situations de tir que l'on retrouve d'ailleurs bien évidemment dans la chasse. Donc il faut toujours avoir présent à l'esprit de mettre son pied gauche en avant, inversement pour les gauchers, pied droit en avant, et le poids du corps sur la jambe gauche, bien évidemment. Et donc de bien contrôler la trajectoire des yeux avant de vouloir se précipiter pour l'épauler. On le rappelle, on l'a expliqué tout à l'heure, la précipitation, ça met à la faute. Il faut de la vitesse, mais en aucun cas de la précipitation. Contrôler des yeux sa trajectoire, c'est très important. Ça permet de juger, d'analyser tous les paramètres de la trajectoire, la hauteur, la vitesse, les angles de cette trajectoire. Donc on va essayer de mettre en évidence ce tir de battu, ce que l'on appelle le coup du roi, c'est-à-dire c'est une situation de tir assez noble pour les chasseurs. Le plaisir, c'est de faire tomber le gibier à ses pieds. Voilà. Donc on va mettre en évidence cette trajectoire de tir. Voilà. Cette trajectoire rentrante de tour, de battu, la position des pieds, c'est très important, je le rappelle, le poids du corps sur la jambe gauche, de façon à pouvoir lever la jambe droite sans être déstabilisé. Et puis bien évidemment, bien coller sa joue sur la crosse. Voilà. Le tir sur les grandes tours va nous apprendre à nous chasseurs à nous distinguer et à faire l'apprentissage surtout des oiseaux migrateurs. Je vais parler des pigeons ramiers, je vais parler des canards, des grives, qui sont souvent des oiseaux très hauts. Et donc pour ce faire, je pense que le choix d'un automatique, parce qu'il faut en parler, est assez judicieux. C'est une chasse de solitaire bien souvent, et un automatique indispose des fois dans les chasses de groupe. Mais dans ce cas-là très précis, moi je les adore. Et surtout que maintenant, tous les fabricants se sont évertués à étudier des chocs interchangeables qui peuvent nous permettre de changer rapidement donc de chocage et de faire varier les gerbes de plomb. Car des fois, vous commencez une jolie matinée avec des pigeons et quelques heures après, arrivent des grives qui sont un petit peu plus basses. Donc, vous pouvez passer rapidement, grâce à ce système, d'un choc à un quart de choc, par exemple. Alors, pour pouvoir changer ces chocs interchangeables, il y a des clés qui sont prévues à cet effet, qui vous permettent, avec beaucoup de facilité, d'enfoncer dans votre canon le choc de votre choix. Aussi pour l'arme plus classique, prenons le cas d'un superposé, convient tout à fait avec une monodétente, toujours avec des chocs interchangeables pour pallier aux problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, et accompagné de cartouches, là, un petit peu particulières. Là, je reviens surtout sur les bourres à jupe, parce que je pense que pour ce type de chasse, et pour ces grandes tours, il est indispensable d'avoir des cartouches avec des bourres à jupe qui vont vous serrer un peu le coup de fusil et qui vont vous permettre d'avoir des performances à de très jolies hauteurs. Donc, je conseille des 32 grammes ou des 36 grammes avec des grands culots, soit en plomb numéro 5 pour le canard ou en plomb numéro 6 pour le pigeon, qui conviennent absolument parfaitement pour réaliser vos oiseaux. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Nous allons mettre en évidence ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Poule.
Poule. Poule. Bon, et bien maintenant nous allons mettre en évidence que les règles du ball trap sont applicables à la chasse, au tir de chasse. Je rejoins à l'instant Thierry qui est chasseur, qui est là avec son fusil de chasse. C'est un fusil qui est parfaitement adapté à cette situation de tir, au tir de battu que nous avons vu tout à l'heure. Donc pour ce faire, Thierry, je vais vous demander de nous faire une petite démonstration. Donc les règles sont exactement les mêmes. Il faut avoir le poids du corps sur la jambe gauche, bien appuyer fermement sa joue sur la crosse. Voilà, c'est parfait. Voilà, chargez votre fusil. Et puis, au commandement poule, lorsque vous serez prêt, le plateau va partir. Voilà. Vous êtes prêt, Thierry? Je suis prêt. Poule. Voilà, parfait, formidable, c'est super. Je vois que Thierry, vous êtes prêt pour qu'on fasse une petite série ensemble sur ce poste. Très volontiers. Vous êtes prêt? Je suis Je prêt. vais chercher mon fusil, je viens vous retrouver. Vol. Poule. Vol. Vol. Chasseur ou tireur sportif, après ces quelques conseils et surtout un bon nombre de séances d'entraînement, les tirs réussis sur plateau ou lors d'une battue de faisan ne seront plus pour vous des exceptions. Et quelle joie de voir tomber à ses pieds un oiseau qui aura été décroché à plus de 40 mètres de haut. Bien, sur ce poste-ci, nous allons tirer des plateaux de battues en doublé simultané. Donc la technique de tir reste sensiblement la même que pour les autres postes, le poids du corps, l'équilibre, bien coller sa joue sur la crosse, ça reste exactement la même technique. Cela dit, le mental dans cette situation de tir prend une part prépondérante sur le tir. Ça veut dire que lorsque les deux plateaux sont partis, il faut contrôler ses émotions, il faut rester serein, il ne faut jamais se précipiter. La précipitation met à la faute. Donc ça, c'est très très important. Donc nous allons mettre en évidence cette nouvelle situation de tir sur ces plateaux simultanés en doublé. Poule. Voilà. Quant au tir de battu, cela nous amène souvent à la notion de doublé et de tir à répétition, car c'est une discipline, la battue, lorsque nous avons la chance d'aller dans des chasses qui sont riches en oiseaux, d'avoir dans un laps de temps très court, d'avoir de nombreuses occasions de tir. Donc il y a plusieurs choses à respecter pour ce faire, entre autres, par exemple, si vous avez un juxtaposé classique comme celui-ci, avec un reforage un quart, trois quarts qui me semble idéal pour la battue, deux détentes pour avoir le choix de la détente, crosse anglaise pour bien glisser. Il est important de prévoir qu'une série de flushs d'oiseaux avec des répétitions de doublés, vous aurez très rapidement le canon très chaud. Et si vous êtes obligé de recharger très rapidement ou de maintenir votre fusil dans différentes directions pour tirer convenablement, si vous brûlez les mains, ça sera au détriment de votre tir. Donc il est important d'avoir dans votre sac de chasse tout simplement un petit gant comme celui-ci, soit droite ou gauche pour droitier et gaucher, ou alors les Anglais utilisent des mains de cuir comme celle-ci, que l'on enfile sur le bout du canon, et qui vous permet d'avoir une surépaisseur qui empêche le contact avec les doigts et qui vous permet de monter bien dans vos oiseaux.
Enfin, un superposé calibre 12 ou 20 empêche ce genre d'inconvénient, car le devant bois, ici comme vous pouvez le voir, dans tous les cas de figure dans ce type d'arme, vous écarte la main du canon. Donc c'est un superposé tout à fait adapté à ce genre de choses. Ceci dit, pour moi l'achat de battu, doubler des oiseaux, pour moi la chasse c'est un juxtaposé, tout le monde sait que j'adore les juxtaposés. J'en profite pour vous montrer un fusil qui a été mis au point par un de nos grands armuriers français que je veux citer au passage. C'est la maison Granger et son réalisateur s'appelle monsieur Richard Lévy. Et vous voyez, ce fusil a été conçu spécialement pour la battue avec un devant enveloppant ici, qui est quand même relativement fin, il n'y a pas de surépaisseur, ça vous évite le contact dompté avec le canon. Ce devant enveloppant s'appelle aussi un devant Bevertile ou queue de castor. Ce fusil a été réalisé en 2 détentes et crosses anglaises et d'un reforage 1/4, 3/4. Quant aux cartouches à utiliser pour le tir de battu, je pense qu'il faut éviter de tirer des bourres à jupe, car je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des oiseaux prêts à tirer, et si vous avez la chance d'avoir un joli coup de fusil, malheureusement vous allez avec ces bourres à jupe qui sont faites pour des coups de longueur, vous allez meurtrir vos oiseaux. La bourre grasse a tout à fait son utilité, elle vous donnera une gerbe assez ouverte, mais en général les vitesses de ces cartouches n'est pas très importante. Je suggère plutôt une cartouche que mes confrères Vougelot ont mis au point, qui s'avère, à mon avis, pour être un grand utilisateur de ce type de bourre, que l'on appelle la bourre complice. C'est, comme vous pouvez le voir dans cette bourre à jupe, un petit axe en plastique qui vous permet d'ouvrir rapidement votre gerbe à partir de 10 ou 15 mètres, mais néanmoins vous avez une gerbe soutenue pour les grands coups de longueur jusqu'à 25 ou 30 mètres. Et c'est absolument idéal. Bon, eh bien Pierre, ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous venez nous retrouver sur ce pas de tir de battu. Donc vous allez nous faire une petite démonstration. Vous êtes chasseur, je crois. Vous avez amené votre fusil de chasse, un magnifique fusil d'ailleurs, un très beau fusil à platine. Donc parfaitement adapté à ce tir de battu en plus de ça, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui chassent en Angleterre qui utilisent ce type de fusil. Donc Pierre, on va vous demander de nous faire une petite démonstration sur ce doublé simultané. D'accord. Voilà. Donc vous retournez. Hein. Comme expliqué précédemment, le poids du corps sur la jambe gauche. Ne vous précipitez pas, Pierre. Vous avez tout votre temps, vous les laissez approcher. Vous choisissez votre premier pigeon et ensuite vous allez sur le deuxième. Poule. Oh là, oui, bon, excusez-moi, mais je suis toujours sur la première détente. Vous avez vu la précipitation, ça met à la faute. Vous n'avez pas pu tirer votre deuxième coup. Donc on va recommencer. Prenez votre temps, vous avez tout le temps. D'accord ? D'accord ? Allez, on recommence. Prenez votre temps. Vous avez tout le temps. Poule. Poule. Voilà, bravo ! Bravo, voyez ? Okay. C'est super, formidable. On recommence encore une fois ? On commence un coup. Alors, on recommence encore une fois. Allez Pierre, une deuxième fois. Formidable. Poule. 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 Chasseur ou tireur sportif, après ces quelques conseils et surtout un bon nombre de séances d'entraînement, les tirs réussis sur plateau ou perdreaux lancés au cours d'une battue ne seront plus pour vous des exceptions. En outre, pensez toujours à ne sélectionner que 2 oiseaux dans une compagnie en gardant à l'esprit que vous n'avez qu'une cartouche par oiseau. J'ai créé le concept du swing trap pour démocratiser le ball trap. Depuis des années, je tire au ball trap. Je sais ce que c'est le monde du ball trap. Donc, mon idée, mes valeurs dans le ball trap, c'est justement de partager et de démocratiser ce sport. Mon sport, ma passion de tout temps, ma passion qui me permet aujourd'hui
de penser, de vivre, de réaliser des choses. Alors, à travers le swing trap, comme à travers les nouveaux sports qui se sont relookés, le VTT, le snowboard, la planche à voile, tous ces sports qui, justement, ont du fun, tous ces sports qui permettent aujourd'hui à un plus grand nombre de participer, de venir, d'essayer. Dans le ball trap, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux réaliser, c'est que vous veniez là-dedans. Et c'est pour ça que le concept du swing trap, à travers ses couleurs, à travers son système, et son système, il permettra du fait que vous avez 70% de moins de recul, 70% de nuisances en moins, permettra à un plus grand nombre de le pratiquer, et de le pratiquer avec les valeurs que je défends du ball trap, c'est-à-dire avec des valeurs, une éthique, une volonté, une passion. Et cette passion, je veux vous la transmettre. Elle est là, la passion. Alors pour les femmes, pour les enfants, pour les débutants, venez essayer le swing trap. C'est ça l'avenir du ball trap. Le swing trap, fun. Ok ? Le swing trap est monté sur un fusil traditionnel. Une bascule normale, une crosse en bois, un devant en bois. Bien entendu, avec donc, un film plastique qui vient recouvrir et qui donne un peu plus de gaieté par rapport à un fusil traditionnel. Là où nous allons nous pencher sur le système, c'est sur le canon. Donc le canon, d'une longueur de 68 cm, voire de 71 cm, nous lui avons rajouté donc un tube en aluminium. Ce tube en aluminium fait, par rapport au canon, 15 cm de plus que le bout du canon. Nous l'avons fixé par une bague intermédiaire au canon, en bout une autre bague au bout du canon, le système de lame swing trap et un bouchon qui vient finir le canon. Au préalable, nous l'avons percé le canon et nous avons percé le tube. Pourquoi ? Pour que l'ensemble des composants de la cartouche et surtout les gaz viennent amortir donc, le recul et le choc. Et l'amortissement se fait par cette lame intermédiaire. Lorsque nous percutons la cartouche, les plombs, la bourre et les gaz derrière, les premiers gaz qui sont juste derrière la bourre vont sortir par cet échappement. Puis par la suite, les plombs vont continuer, la bourre va continuer, et une deuxième partie des gaz vont justement buter sur cette lame. Les gaz vont revenir à l'intérieur du système et vont repartir. C'est pour ça qu'au niveau nuisance sonore et recul, nous avons là l'idéal. Bien sûr, le couple idéal avec le système swing trap, c'est bien la cartouche swing trap. Et cette cartouche swing trap, chargée à 24 grammes ou à 28 grammes, à 320 mètres secondes, c'est idéal. Pour les tireurs, pour les femmes, pour les débutants et pour les enfants. L'initiation du ball trap, c'est bien le swing trap. Voilà Vincent, bonjour. Bonjour. Tu n'es jamais venu sur un stand de ball trap? Non. Non. Alors, je vais t'initier au swing trap, d'accord? Tu es droitier ou gaucher? Droitier. Droitier. Donc alors, tu mets la jambe gauche bien devant, bien ferme. On va faire un épaulé donc sans cartouche, d'accord? Tu mets bien le fusil dans le creux de l'épaule, tu le serres très bien, tu colles bien ta joue, tu avances bien ta joue devant, voilà. On va avoir une trajectoire rentrante, ce qui veut dire que tu vas avoir un plateau que tu vas découvrir, on va le suivre et on va le tirer dans sa trajectoire, d'accord? D'accord. Voilà Vincent, ça y est, on va faire du tir réel. Donc je mets la cartouche, donc pied gauche bien ferme, je ferme le fusil, une épaulée donc bien dans le creux de l'épaule, une joue bien tendue, et on va commander le plateau, quand tu veux. Ok. Le plateau il arrive et on lâche le coup, très bien. Vincent. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Rien. Au niveau de l'épaule?
Rien du tout. Et le bruit? Pas du tout. Pas du tout. On recommence? Oui. Allez, c'est parti, on recommence. On remet la cartouche, on fait la même chose. Et dans le creux de l'épaule, la joue, pied gauche bien tendu. Tu es prêt? Oui. On commande le plateau. Ok. Et il est parti le plateau, il est là, il arrive. On suit le plateau, on lâche le coup. Bien tiré, Vincent. Est-ce que ça te plaît, le swing trap? Oui. Et tu veux encore retirer? Oui. Chasseur ou tireur sportif, après ces quelques conseils et cette démonstration sur l'utilisation de ce concept innovant, quel confort et quel bonheur de pouvoir éduquer son enfant au plaisir du tir sans limite d'âge pour qu'un jour son petit Nemrod devienne un grand tireur ou chasseur passionné. Ok. Alors effectivement, aujourd'hui, il existe de nombreuses armes qui sont mises à la service des chasseurs pour le tir des animaux en battu. Nous pouvons d'abord commencer par vous parler des armes que je vais appeler un peu marginales, mais qui peuvent être utilisées, à savoir les fusils mixtes, qui nous donnent la possibilité d'avoir un coulisse et un coup rayé. On peut éventuellement tirer une bécasse ou mettre une balle Brenneck qui peut nous permettre de s'en servir un peu comme une carabine express. Vous avez un autre type d'arme que les solitaires aiment bien utiliser. Je vais vous parler aussi des drillings, parce que le drilling vous permet de chasser à la bilbaude, et aussi le jour où vous êtes invité à une battue, de pouvoir mettre 2 balles Brenneck ainsi qu'une balle rayée. Et ils ont tout à fait leur utilité dans ce cas. Vous avez aussi des armes dites semi-automatiques. De nombreux fabricants en fabriquent aujourd'hui. Certaines ont plus de succès d'autres, mais celle-ci en particulier, c'est une arme fabriquée par Browning, rencontre un grand succès. Elles sont aujourd'hui très légères, très maniables, mais elles ont certains inconvénients, surtout quand nous sommes en groupe, surtout donc en ce qui concerne la battue. Elles ne permettent pas facilement, à la fin de chaque track, de voir si le voisin a bel et bien retiré sa cartouche. Elles sont un peu délicates, mais d'un très bon fonctionnement. Ensuite, je vais vous parler des carabines à culasse linéaire, qui rencontrent un vif succès ces dernières années, car elles permettent de changer les canons. Elles ont des montages très rapides. Ce sont des carabines de l'an 2000 et elles rencontrent un vif succès, mais je pense que cela va aller croissant parce qu'elles sont très intéressantes, surtout pour le changement de calibre. Vous avez aussi des culasses linéaires avec des séchères qui vous permettent aussi de cumuler battu et approche. Alors dans le cas de cette carabine, nous avons monté une lunette de battu sur celle-ci. Ces lunettes de battu vous offrent un champ important et elles sont, qui plus est, très légères. Et enfin, le fleuron de l'armurerie et des chasseurs. Tout le monde rêve un jour d'avoir une carabine express. En voilà un bel exemple, et qui là est équipé dans son entièreté d'une optique de pointe, d'un bus de compensation de hauteur. Alors ces carabines aujourd'hui, les fabricants ont compris, elles étaient un peu lourdes il y a quelques années, mais ils ont compris maintenant qu'il fallait raccourcir les canons. Tous les montages sont prévus à l'avance, et ils sont peu onéreux, je dois dire. Et elles offrent aux chasseurs toujours cette forme de rêve, et elles le méritent bien. Et justement, nous allons voir tout à l'heure avec notre ami client qui est venu nous voir, nous allons justement traiter le problème de sa carabine au stand vidéo, parce qu'il a quelques problèmes d'ajustement, et justement cette carabine se trouve ici. Et Pierre, vous allez justement nous montrer quels sont vos problèmes. Pierre, nous voici maintenant dans le stand. Nous avons monté l'appareil laser sur votre carabine et nous allons vérifier que la simulation du laser par rapport à des balles réelles est bonne. Donc je vais mettre votre carabine dans le chevalet. Voyez-vous, le laser correspond absolument dans le point, donc maintenant nous pouvons démarrer.
Et nous allons tirer les sangliers. Donc je vous propose de prendre votre carabine. Et nous allons commencer donc avec les sangliers. Donc vous allez me tirer le premier sanglier qui est un sanglier gauche-droite. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Vous avez vu tout de suite, Pierre, que votre laser a plongé vers le bas. Ce qui veut dire que, principalement, je pense que votre problème est un problème gestuel. L'impact premier était au bon niveau de l'épaule, mais le laser a plongé, puisqu'il y a une temporisation d'1,5 seconde avec l'élimination de ce laser. Donc il faut davantage utiliser votre épaule gauche, essayer d'envoyer avec votre bras gauche votre point laser dans le sens du déplacement des animaux. D'accord? Donc nous recommençons. Je vous remets en arrière ce sanglier. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Voilà. Donc vous avez vu, là maintenant, grâce à juste cette petite modification gestuelle, votre laser a continué à l'impact dans le sens de course des animaux. Donc nous allons passer tout de suite à la séance pratique. Je ne pense pas qu'il soit besoin de rester plus longtemps ici. Nous allons aller dehors, tirer avec le sanglier courant, avec les balles plastiques. On y va. Eh bien Pierre, nous voilà enfin sur le terrain. Nous allons donc tirer maintenant sur le petit sanglier Saint-Hubert qui est radio-télécommandé grâce au projectile plastique dont nous avons parlé, ce qui va nous rapprocher très près de la réalité. Stéphane ici présent, qui est le roi du pilotage pour cette petite machine, va vous mettre à l'épreuve. Tu es prêt Stéphane, en piste? Oui Pierre, il est préférable de mettre votre casque parce que quand même cela fait du bruit. Tenez, voilà votre carabine. Parfait, on y va. Vous êtes prêts là maintenant, votre arme est chargée. Dernier petit conseil avant de tirer ce sanglier qui est prêt là-bas que vous voyez. Vous ferez évidemment bien attention à vos positions de jambes, hein, comme on l'a vu au stand vidéo. Votre joue bien collée, d'accord? Et vous respectez les endroits où nous avons décidé de tirer pour trouver des balles idéales. D'accord? Donc on y va. À vous. Eh bien Pierre, vous voyez que nous avons terminé la séance. Vos pentes sont corrigées avec votre magnifique carabine express. Toutes vos balles sont un petit peu derrière mais à bonne hauteur. C'est ce que nous recherchions depuis le début. On s'est aperçu au stand vidéo que vous tiriez trop au départ. Maintenant il va falloir un petit peu d'entraînement, mais je pense que ça va venir très rapidement. Un petit peu d'entraînement, ça va aller tout seul. On y va ? Bien. Chasseur ou tireur sportif, après ces quelques conseils et surtout un bon nombre de séances d'entraînement, les tirs réussis sur le stand au sanglier courant ou grand gibier au saut d'une allée ne seront plus pour vous des exceptions. Mais sachez que le plus important n'est pas de toucher un animal, mais de lui éviter toute souffrance inutile. Alors donc en dehors de la sécurité sur le terrain, il y a des choses élémentaires que tout armurier doit dire à ses clients. Bon, je vais essayer de vous en dire quelques-unes tout de suite, à savoir l'accident le plus grave que l'on peut trouver à cause de problèmes de manipulation, c'est souvent avec des gens qui ont plusieurs calibres, à savoir un calibre 12 et un calibre 20. Il faut savoir qu'une cartouche de calibre 20 peut rentrer très facilement dans le tube d'un 12 et s'arrêter au milieu du canon. Je vais vous en faire l'expérience. Voici un canon de calibre 12. J'ai dans la main une cartouche de calibre 20 et par mégarde,
Dans mes poches, j'ai encore une cartouche de calibre 20. Je ne fais pas attention à cela. Je pense mettre une cartouche de calibre 12. Et regardez, je la mets dans le canon. Et celle-ci s'arrête absolument derrière la chambre. Et si je mets une cartouche de calibre 12 par derrière, vous pourrez constater que celle-ci s'arrête complètement dans le drageoir et qu'il y a une possibilité de percussion. Ce qui peut entraîner, dans ce cas-là, une explosion excessive. Et je vous montre un exemple concret de ce qu'un de mes clients a subi l'année dernière. Il s'est ouvert la main, les tendons des doigts, et regardez d'un bout à l'autre, le canon est absolument déchiré, pourtant c'est un canon de belle qualité, c'est un canon Manufrance, et voilà, imaginez ce qui peut arriver. Alors, il y a des choses élémentaires aussi à veiller. Si vous entendez par exemple, après vous êtes en train de chasser, vous entendez après avoir percuté un bruit bizarre, n'hésitez pas à regarder à l'intérieur de votre canon. Autre possibilité, vous avez un raté de percussion. Vous pensez que c'est votre ressort qui n'a pas percuté. Le réflexe de tout un chacun est d'ouvrir son fusil tout de suite pour voir ce qui s'est passé. Surtout, attendez quelques secondes, car vous pouvez avoir un retard dans la percussion, dans l'inflammation du fulminate, et lorsque vous ouvrez votre fusil, la cartouche peut partir, et vous imaginez ce que ça peut vous créer au niveau du visage. Ensuite, les gestes simples. Vous rentrez de la chasse. Je ne vais pas parler de l'entretien de votre fusil, mais effectivement, des fois, quand on a fini de chasser, on est un peu fatigué, etc., faites au moins l'effort de passer un écouvillon comme celui-ci et une petite brosse avec un petit peu d'huile comme celle-ci pour être sûr de récupérer votre canon en bon état. En ce qui concerne les carabines, quand vous avez terminé de nettoyer votre carabine, si vous avez mis un spray d'huile à l'intérieur, il est important lorsqu'on repart à la chasse de chasser l'huile, le film d'huile à l'intérieur dans les rayures avec un petit écouvillon comme celui-ci. Ça vous évitera des surpressions au passage de la balle dans votre tube rayé. Enfin, pour la sécurité à la maison, beaucoup de clients aiment avoir leur fusil chez eux en toute sécurité. Certains ont eu l'occasion d'acheter des coffres, ce que j'encourage à faire, mais certains trouvent dommage de ne pas pouvoir montrer leur fusil ou profiter de leurs armes qui sont chères, donc les ont dans des vitrines. Mais il peut y avoir des amis intéressés ou des enfants qui peuvent se trouver intéressés pour manipuler celle-ci. Vous n'êtes pas là, imaginez-vous le plan catastrophe, un des enfants trouve des cartouches et veut essayer de mettre une cartouche pour voir ce que ça fait. Or, si vous voulez pallier à ce problème, une chose est très facile à faire. Tous les fusils à canon basculé sont munis d'un élément que l'on appelle ici l'onguesse que je retire. Si vous retirez ce devant-là, vous placez votre fusil dans votre râtelier, il est absolument impossible de réarmer la mécanique et d'obtenir une percussion. Voilà ici, là il n'y a absolument aucun danger. Effectivement, ça crée un petit problème d'esthétique, mais la vie de nos enfants vaut bien ça. Donc les règles de base, c'est en situation de chasse, en présence d'autres chasseurs, toujours garder l'arme ouverte. Ouvrir l'arme quand on rencontre quelqu'un, ça c'est impératif. Ce qu'il faut également faire attention, c'est en action de chasse sous bois. Toujours bien protéger son pontet pour ne pas qu'il y ait une branche qui vienne accrocher la queue de détente. Il ne faut surtout pas, lorsque vous chargez votre arme, monter le canon. Toujours que ce soit la crosse qui monte pour laisser le canon vers le bas. Et en aucun cas, lorsqu'on met une cartouche dedans, ne jamais laisser les doigts sur les queues de détente. Auquel cas, lorsqu'on ferme l'arme, le coup partirait tout seul. Donc les réactions d'une arme lisse à courte distance, chose à ne jamais oublier, c'est que même une cartouche de plomb à très courte distance a un effet balle. Donc comme vous pouvez le constater, à une distance inférieure à 10 mètres, la gerbe reste très concentrée, nous avons un effet balle, et cela reste très très dangereux, donc faire très attention quant aux règles de sécurité. Il y a également une règle de sécurité importante, c'est le stockage des munitions. Car il peut arriver que des munitions qui aient pris l'humidité ou tout simplement des vieilles munitions provoquent ce que l'on appelle un long feu.
Donc je vais essayer de tirer. Comme vous avez pu le constater, nous avons entendu un bruit qui s'avère être suspect. Donc je vais regarder à l'intérieur du canon pour voir si le canon n'est pas obstrué. En effet, il se retrouve bouché, comme vous pouvez le constater. Et si je remets une cartouche derrière, ça provoque l'éclatement du canon. Donc une autre règle de sécurité très importante, c'est de ne jamais tirer dans la direction d'une personne, quelle que soit la distance de la personne, car, comme nous pouvons le voir, même à 80 mètres, une gerbe de plomb peut rester très dangereuse. Ce qui peut arriver également lorsque l'on porte une veste à boutons, c'est que le bouton vienne se loger accidentellement au niveau de la queue détente et par un geste divers, le coup parte. Chasseur ou tireur sportif, après ces quelques conseils et ces démonstrations sur le terrain, sachez que tous les accidents d'ordre matériel peuvent être atténués par votre armurier. En outre, tous les dommages que vous aurez pratiqués sur autrui ne pourront malheureusement jamais être réparés par qui que ce soit. Dans le monde, il y a des milliers de stands de tir de différents niveaux, comme il existe des différentes classes d'hôtels, 1 étoile, 2 étoiles, 5 étoiles et 5 étoiles luxe. Des stands qui font de la fosse, d'autres du ski. Aux États-Unis, la particularité, c'est la trappe américaine, par exemple, et certains sont beaucoup plus percutants que d'autres et sont au sommet de la pyramide en 5 étoiles, je dirais, luxe, comme Glen Eagle, qui est spécialisé tout particulièrement dans le parcours de chasse. C'est un concept qui a été monté par le fameux pilote Jackie Stewart, lequel a bâti autour d'une magnifique demeure, un magnifique château en Écosse, sur une surface de plusieurs centaines d'hectares, accolé à un somptueux golfe avec une vue exceptionnelle. Il a accolé un stand de ball-trap qui est surtout axé sur le sporting ou le parcours de chasse, avec comme particularité des moniteurs qui encadrent, qui vous apprennent à tirer, qui vous apprennent à chasser, toutes les disciplines du parcours de chasse, avec du tir au lapin, de la perdrix, du bourdon, enfin toutes sortes de plateaux. He is beautiful, though, isn't he, the bear? No. La clientèle de Glen Eagle, c'est une clientèle de très haut niveau. Elle consomme plusieurs millions de plateaux sur une centaine de machines réparties sur une surface de plusieurs dizaines d'hectares. C'est vraiment l'un des plus beaux stands au monde, avec un accueil personnalisé et unique. Dans le monde, il y a les Jeux Olympiques et aux États-Unis, il y a une référence incontestable, c'est Vandalia. Vandalia, c'est une compétition par an dans l'Ohio, près de la ville de Vandalia. Une compétition qui regroupe 5000 tireurs de bon niveau, plus de 30 000 entrées. C'est un stand qui s'installe sur 2,4 km, qui est près d'un aéroport, qui va consommer plus de 5 millions de pigeons et 5 millions de cartouches. C'est un prix d'exception dont toutes les chaînes aux États-Unis parlent comme on parle d'un grand prix automobile. Ça fait partie de l'histoire de l'Amérique. Ce stand a été inauguré en 1900 et c'est l'un des premiers stands à avoir utilisé les pigeons en argile, mais en brai, tels que nous les utilisons actuellement en brai de pétrole aujourd'hui, brai de houille à l'époque. C'est la fête, tout le monde tire, les femmes, les hommes, des enfants également. C'est vraiment un stand d'exception et c'est vraiment une foire, c'est une compétition qui s'étale sur une douzaine de jours au mois d'août chaque année et chaque année c'est la fête. Autre site implanté aux États-Unis, en Pennsylvanie, à Pittsburgh, la Shooting Academy de Nemacolin Woodlands.
un complexe de ball-trap dans une réserve de chasse. Créé par Michael Davy, ce stand, installé sur 1,6 km, est équipé de 80 lanceurs disséminés sur la partie boisée du domaine. Les déplacements s'effectuent d'ailleurs en voiturette de golf pour réduire les grandes distances entre chaque pas de tir, en tout une trentaine de postes. Il y a des pays où il y a effectivement des passionnés de la chasse aux faucons, comme des passionnés du ball-trap. Et là, on est au Moyen-Orient avec notamment à Dubaï un stand à Jebel Ali. Jebel Ali qui est un stand d'exception en plein milieu du désert où 4 fosses, 4 skites ont été installés avec un clubhouse magnifique, un stand souterrain pour entraîner également des tireurs aux armes de poing. Le tout est ouvert à tout le public, hommes et femmes, je tiens à le préciser. C'est un stand qui consomme plusieurs centaines de milliers de plateaux, de pigeons, qui a un grand nombre d'adhérents, qui marche bien, qui est un des premiers à avoir été ouvert dans les Émirats Unis, et qui a, pas comme d'autres clubs, peint le sable en vert ou la fosse en vert, mais qui a un réel gazon et qui a engazonné toute sa zone de tir avec des coûts faramineux d'entretien de plusieurs centaines de milliers de francs rien que pour l'eau, et avec un environnement et un décor d'arbres et une végétation qui ne peut être expliquée que par la passion du tir et de ce sport. À ce niveau, l'équipe de Dubaï a un champion et ce Moyen-Orient s'est bien positionné lors de ces derniers Jeux Olympiques. Il y a également des stands comme Hollande et Hollande. C'est un stand qui a été construit en 1880, qui est à une demi-heure aujourd'hui de Londres, qui se situe sur une centaine d'hectares en gros, qui utilise une cinquantaine de machines, qui consomme également une grosse quantité de pigeons et qui a comme particularité, c'est une école de chasse très pointue avec des moniteurs qui vous encadrent et qui vont vous apprendre toutes les techniques de la chasse. C'est également une armurerie d'exception, Hollande et Hollande étant un fusil d'exception, dans un environnement recréé spécialement pour le parcours de chasse et pour l'école de chasse. En fait, la particularité de Hollande et Hollande, c'est une magnifique école de chasse. Ready. Still a following pair, please, and pull. Tireur occasionnel ou tireur assidu, après cette brève visite des plus grandes installations mondiales, vous aurez pu constater qu'avant d'être un sport ou une industrie, le ball-trap est d'abord une histoire de passionnés. Des passionnés qui cherchent à développer ce sport en s'adaptant à toute forme de territoire et culture locale. Pull.